H.P. Lovecraft, 1921, Herbert West, réanimateur. Herbert West, résurrecteur, ressuscitateur, réanimateur. Une histoire au demeurant brève. Je vous donne une introduction plus détaillée avec le lien ci-dessous, les conditions et pourquoi Lovecraft écrit pour la seule fois de sa vie un texte gore. 6 chapitres. 1. Ce qui s'est passé dans le noir. D'Herbert West, qui était mon ami à l'université dans les années qui suivirent, je n'ose parler qu'avec une extrême terreur. La terreur n'est pas due à la fois aux sinistres circonstances de sa récente disparition, mais tient à l'entière nature de l'œuvre de sa vie, et se révéla telle il y a plus de 17 ans, alors que nous étions en 3e année de notre cursus à la faculté de médecine de l'université miskatonique d'Arkham. Quand il était avec moi, les merveilles et le diabolisme de ses expériences me fascinaient à l'extrême, et j'étais son plus proche compagnon. Maintenant qu'il a disparu, le sort s'est brisé, mais la peur actuelle n'en est que plus grande. Ces témoignages et ce qu'ils rendent possible sont bien plus immondes que toute réalité. Le premier fait horrible de notre relation a été le plus grand choc que j'ai reçu. C'est avec bien de la réticence que j'en rends compte. Comme je l'ai dit, cela s'est produit quand nous étions à la faculté de médecine West. S'était déjà rendu célèbre par cette théorie à l'emporte-pièce sur la nature de la mort et la possibilité de la surmonter artificiellement. Ces opinions, largement moquées par la faculté tant que par les autres étudiants, reposait sur la nature essentiellement mécanique de la vie et concernait les moyens de transformer la machinerie organique de l'être humain par une action chimique calculée là où échouait le processus naturel. Dans ses expériences pour chercher des solutions de réanimation, il avait tué et autopsié d'immenses quantités de lapins, cochons d'Inde, chats, chiens et singes, au point d'en être devenu la première nuisance de l'université. Plusieurs fois, il avait réellement obtenu des signes de vie chez des animaux supposés morts, dans la plupart des cas des signes violents, mais il eut bientôt compris que tendre à la perfection dans son projet, si cela se révélait possible, deviendrait la tâche de toute une vie de recherche. Il se révélait clairement aussi que la même solution ne créait jamais les mêmes effets chez des espèces différentes et que pour ses progrès ultérieurs et plus spécialisés, il lui faudrait requérir des sujets humains. Ce fut sa première source de conflit avec les autorités universitaires, et ce ne fut rien moins que le doyen de la faculté de médecine lui-même qui lui signifia l'interdiction d'entreprendre de futures expériences, le réputé et bienveillant Dr. Alan Halsley, dont l'œuvre en faveur des sinistrés a laissé un tel souvenir à tous les anciens étudiants d'Arkham. J'ai toujours été exceptionnellement tolérante au projet de West, et nous discutions souvent de cette théorie dont les ramifications et les corollaires étaient quasi infinis. Tenant avec Haeckel que toute vie est un processus chimique et physique et que ce qu'on nomme esprit est un mythe, mon ami croyait que la réanimation artificielle de la mort pouvait ne dépendre que de la condition des tissus, et qu'à moins que la vraie décomposition se soit installée, un corps disposant de ses organes pouvait, avec les procédés convenables, être remis en ordre pour cet état particulier nommé vie, que la vie psychique et intellectuelle pouvait être affaiblie par la moindre détérioration des cellules sensibles du cerveau, qu'une période même brève de mort pouvait être susceptible de causer. West en était pleinement conscient.
Cela avait été son premier espoir, de trouver un réactif susceptible de restaurer la vitalité avant la survenue réelle de la mort, et ce n'était qu'à force d'échecs successifs sur les animaux qu'il avait conclu à l'incompatibilité de la vie naturelle et artificielle. Il se mit à rechercher la plus extrême fraîcheur pour ces spécimens, leur injectant ces solutions dans le sang immédiatement après l'extinction de la vie. Ce sont ces circonstances qui rendirent les professeurs si violemment sceptiques, émettant l'hypothèse que la mort réelle n'était pas encore survenue dans tous les cas. Ils ne cessèrent d'examiner et de raisonner l'affaire de très près. Ce ne fut pas longtemps après cette interdiction de ses recherches par l'université que West me confia sa résolution d'obtenir des corps humains de la plus belle fraîcheur et de reprendre ses expériences en secret puisqu'il ne pouvait plus les pratiquer ouvertement. De l'entendre discuter des façons et des moyens était plutôt répugnant, puisqu'à l'université nous n'avions jamais eu à nous procurer nous-mêmes nos spécimens anatomiques. Chaque fois que la morgue n'était plus requise, deux noirs du coin s'occupaient de l'affaire et étaient rarement contrôlés. À l'époque, West était un jeune homme de complexion délicate, petit et mince, avec des lunettes et des cheveux blonds, des yeux bleus pâles et une voix douce, et c'était troublant de l'entendre discuter des mérites comparés du cimetière du Christ-Roi et de la fosse commune municipale. Nous nous décidâmes plutôt pour la fosse commune, puisque la quasi-totalité des corps du Christ-Roi était embaumée, un état des choses très préjudiciable aux recherches. Je fus à cette époque son assistant, actif et impliqué, l'aidant dans toutes ses décisions concernant non seulement la source des corps, mais aussi un lieu convenable pour notre épouvantable travail. Ce fut moi le premier qui pensait à la ferme abandonnée des Chapman, derrière Meadow Hill, où nous établîmes au rez-de-chaussée un bloc opératoire et un laboratoire occultés de rideaux sombres pour dissimuler nos travaux nocturnes. L'endroit était éloigné de tout passage, à l'écart de toute autre habitation, mais les précautions n'en étaient pas moins nécessaires. Il suffisait de rumeurs sur d'étranges lumières surprises par le hasard de promeneurs égarés pour amener très vite le désastre sur notre entreprise. Nous convînmes d'appeler la chose tout entière un laboratoire de chimie, si elle était découverte. Nous équipâmes progressivement notre sinistre repère de matériel soit acheté à Boston, soit discrètement emprunté à l'université et soigneusement rendu non identifiable à des yeux experts, et nous munîmes de pioches et pelles pour les nombreuses inhumations que nous aurions à faire dans la cave. À l'université, nous disposions d'un incinérateur, mais l'appareil coûtait trop cher pour notre laboratoire clandestin. Les corps étaient toujours une nuisance, même les petits cadavres de cochons d'Inde, des expériences plus légères que West menait dans la chambre de sa pension. Nous suivions les notices nécrologiques de la ville comme des goules assoiffées, parce que nos spécimens devaient présenter des qualités particulières. Ce que nous souhaitions, c'était des corps enterrés tôt après leur mort et sans préservation artificielle, de préférence indemnes de malformations médicales et disposant de tous leurs organes. Les décès accidentels avaient notre préférence. Ce n'était pas toutes les semaines qu'on entendait parler de quelque chose de convenable, conférant avec les responsables de la morgue et de l'hôpital, ostensiblement au nom de l'université, aussi souvent que nous le pouvions sans éveiller la suspicion. Nous découvrîmes que l'université avait le droit de préemption dans tous les cas, et qu'il nous serait nécessaire de rester à Harkham pendant l'été quand il n'y avait plus qu'un nombre restreint de cours. Enfin, cependant, la chance nous favorisa, puisque un jour nous entendîmes parler d'un cas idéal mis à la fosse commune, un jeune ouvrier musculeux qui s'était noyé le matin précédent dans l'étang de Sumner et avait été enterré aux frais de la municipalité sans délai ni préparation.
Dès l'après-midi, nous repérions la tombe, toute neuve, et décidions de commencer le travail dès après minuit. C'est un travail répulsif que nous entreprîmes aux sombres petites heures, même si nous ne connaissions pas à cette époque l'horreur spéciale des cimetières que nous apportèrent nos expériences ultérieures. Nous avions apporté des pelles et des lanternes sourdes avec mèche à huile. On fabriquait déjà à l'époque des torches électriques, mais elles n'étaient pas si satisfaisantes que les actuels à filaments de tungstène. Déterrer, un processus lent et sordide, cela aurait pu être horriblement poétique si nous avions été des artistes au lieu de scientifiques, et nous fûmes heureux quand nos lames heurtèrent le bois. Quand nous eûmes entièrement dégagé la caisse de pain, West descendit dans le trou et enleva le couvercle en retirant et remontant le contenu. Je le rejoignis en bas et l'aidai à sortir ce contenu hors de la fosse. Puis tous deux travaillâmes dur pour redonner à l'ensemble son aspect initial. L'affaire nous rendit plutôt nerveux, et surtout la forme rigide et le visage vide de notre premier trophée. Mais nous fûmes attentifs à effacer toute trace de notre visite. Quand nous eûmes rebouché la moindre pelletée de terre, nous enveloppâmes notre spécimen d'un sac de jute et l'emmenâmes à la vieille ferme Chapman, de l'autre côté de Meadow Hill. Dans la vieille ferme, sur une table de dissection improvisée, à la puissante lueur d'une lampe acétylène, le spécimen n'avait pas allure de fantôme, probablement un jeune homme d'origine plébéienne, robuste et apparemment sans imagination, solide charpente, yeux gris, cheveux noirs, un animal de belle santé, sans subtilité psychologique et disposant d'un processus vital de la plus simple et saine qualité. Maintenant, les yeux fermés, il semblait plus endormi que mort, encore que les tests experts de mon ami ne nous laissèrent aucun doute sur la question. Ce que West avait attendu si longtemps, un réel homme mort de la catégorie la plus idéale, prêt pour les solutions préparées selon les calculs les plus élaborés et extrapolés à un usage humain. La tension de notre côté était devenue très grande. Nous savions n'avoir que très peu de chance pour un succès complet et ne pouvions conjurer nos peurs hideuses de quelque grotesque résultat d'une réanimation partielle. Nous avions surtout appréhension concernant l'esprit et les pulsions de la créature, puisque dans l'intervalle ayant suivi la mort, quelques-unes des plus délicates cellules cérébrales avaient dû subir détérioration, et moi-même, conservant quelques curieuses notions sur l'âme traditionnelle de l'homme, ressentais de la crainte à l'égard des secrets que pourrait nous dire quelqu'un revenant de la mort. Je me demandais ce que ce placide jeune homme pouvait avoir vu dans les sphères inaccessibles et ce qu'il pourrait en narrer s'il revenait à la vie. Mais je ne me laissais pas submerger par mes questions, partageant pour la plus grande part le matérialisme de mon camarade. Il était plus calme que moi. Lorsqu'il fit pénétrer une grande quantité de fluide dans la veine du bras gauche du corps, recousant immédiatement et précisément l'incision. L'attente était horrible. Mais West ne faiblit jamais. Régulièrement, il appliquait son stéthoscope sur le spécimen et reportait philosophiquement le résultat négatif. Après environ 3/4 d'heure sans obtenir le moindre signe de vie, il déclara avec désappointement que sa solution n'était pas adaptée, mais restait déterminé à tirer le plus possible de cette opportunité d'en changer la formule tant que nous disposions de cette proie épouvantable. L'après-midi, nous avions creusé une tombe dans la cave et nous devrions la remplir avant l'aurore. Même si nous avions équipé la porte d'un verrou, nous souhaitions nous prémunir du moindre risque d'une découverte macabre. En même temps, le corps n'aurait plus la même fraîcheur la nuit suivante. Alors, emmenant notre unique lampe acétylène dans le laboratoire adjacent, nous abandonnâmes notre silencieux invité sur sa paillasse dans le noir et concentrâmes toute notre énergie à préparer une nouvelle solution. Et West en supervisa les dosages et mesures avec un soin presque fanatique. L'affreux événement fut si soudain et si inattendu
Je versais quelque chose d'un tube éprouvette dans un autre, et West était occupé à remplir la réserve d'alcool d'un bec Benson sous le tube à vide, quand de la pièce que nous avions laissée plonger dans le noir provint la plus affreuse et démoniaque succession de cris qu'aucun de nous deux ait jamais entendus. Et le chaos de sons infernaux qui auraient surgi si la fosse elle-même s'était ouverte pour entendre l'agonie des damnés n'aurait pu être plus effarante, tant l'inconcevable cacophonie surpassait toute surnaturelle terreur et le désespoir secret de toute nature animée. Cela ne pouvait être humain. Il n'était pas possible à l'homme d'émettre de tels sons, et sans une seule pensée pour notre récente tâche ou d'une possible découverte, West et moi nous jetâmes par la fenêtre la plus proche comme des animaux blessés, renversant tubes, lampes et cornues, et nous enfuyant follement dans les abysses étoilés de la nuit rurale. Je crois que nous crions nous-mêmes en trébuchant comme nous pouvions pour rejoindre la ville, même si, entrant dans ces faubourgs, nous reprîmes un semblant de dignité, juste de quoi passer pour des fêtards attardés, titubant vers chez eux après une nuit de débauche. Nous préférâmes ne pas nous séparer. Mais nous débrouillâmes pour rejoindre la chambre de West, où nous chuchotâmes jusqu'à l'aube dans la lueur du gaz. Alors nous nous calmâmes, nous réfugiant dans quelques théories rationnelles et des idées d'enquête qui nous permirent de dormir tout le jour. Hors de question d'aller en cours. Mais ce soir-là, dans le journal, 2 articles que rien ne reliait nous privèrent de tout sommeil. La vieille ferme abandonnée de Chapman avait inexplicablement brûlé et n'était plus qu'un tas informe de cendres, ce que nous pûmes comprendre à cause de la lampe renversée, mais aussi qu'on avait tenté de vandaliser une tombe récente dans la fosse commune, comme de maladroites tentatives de creuser sans pelle dans la terre, ce que nous ne pouvions comprendre tant nous avions pris de soin à dissimuler toute trace. Et pendant 17 ans, depuis lors, West se retournerait constamment sur son épaule et se plaindrait de traces de pas imaginaires derrière lui. Maintenant, il a disparu. Fin du chapitre 1. 2. Une diabolique épidémie. Jamais je n'oublierai ce hideux été d'il y a 16 ans quand, tel un nauséabond relent des places des Bliss, la typhoïde se répandit obscènement sur Arkham. Et c'est par ce fléau satanique que la plupart des gens se souviennent de cette année-là, tant une vraie terreur se répandait avec un battement d'ailes de chauve-souris depuis les empilements de cercueils dans les tombes du cimetière du Christ-Roi. Et c'est cependant pour moi une horreur plus grande encore, une horreur connue de moi seul maintenant que Herbert West n'est plus. West et moi étions inscrits en 2e cycle pour le semestre d'été à la faculté de médecine de l'université Miskatonic, et mon ami avait atteint une solide réputation dans ses expériences menant à un retour à la vie après la mort. Après le massacre pour motif scientifique d'innombrables petits animaux, ce travail insolite avait été intempestivement stoppé par notre sceptique doyen, le Dr. Alan Halsey. West avait continué cependant à mener certaines expériences dans la chambre de sa pension miteuse et dans une terrible et inoubliable circonstance, exhumé un corps humain de sa tombe dans la fosse commune municipale pour l'emmener dans une ferme déserte de l'autre côté de Meadow Hill.
et j'étais avec lui cette nuit hideuse, et le vis injecté dans les veines mortes l'élixir dont il pensait qu'il restaurerait en partie la vie chimique et le processus physique. Cela s'était horriblement terminé, dans un délire de peur que nous en vîmes progressivement à attribuer à nos propres nerfs surexcités, et West n'avait jamais pu, après cela, se débarrasser d'une folle sensation d'être poursuivi et chassé. Le corps n'était peut-être pas assez frais. D'évidence, un corps doit être très frais pour qu'on puisse restaurer ses capacités mentales, et l'incendie de la vieille ferme nous avait empêchés d'enterrer la chose. Cela aurait été nettement mieux si nous avions pu la savoir de nouveau sous terre. Après cette expérience, West avait délaissé quelque temps ses recherches, mais comme il était progressivement repris par son zèle scientifique, il recommença à importuner la faculté de médecine, requérant l'usage de la salle de dissection et de spécimens humains frais pour un travail qu'il considérait comme si indéniablement important. Mais il plaidait en vain. La décision du docteur Halsey restait inflexible et les autres professeurs faisaient leur à la sentence de leur patron dans cette théorie radicale de la réanimation, et ils ne voyaient rien que les balbutiements immatures ou l'enthousiasme juvénile d'un étudiant dont la silhouette mince, les cheveux blonds, les lunettes sur ses yeux bleus et sa voix douce n'indiquaient en rien le pouvoir surnaturel, presque diabolique, du cerveau froid qui s'y dissimulait. Je le vois maintenant comme il était alors, et je frissonne. Son visage se fit plus sévère, mais jamais plus âgé, et l'asile de Sefton, c'est le reste, tandis que West a disparu. West se fâcha durablement avec le docteur Halsey à la fin de notre premier cycle, dans une dispute où les mots qui furent prononcés ne sont pas apportés à crédit par rapport à l'aimable doyen sur le point de la courtoisie. Il ressentait qu'il était sans cause et irrationnellement retardé dans une entreprise suprême. Des travaux qu'il pourrait bien sûr mener à bien lui-même dans les années à venir, mais qu'il souhaitait amorcer tant qu'il avait à sa disposition les ressources exceptionnelles de l'université, que les responsables, avec leur vue traditionnelle, ignorent ces singuliers résultats sur les animaux et persistent dans leur déni d'une possibilité de réanimation, était incroyablement révoltant et quasi incompréhensible pour un jeune du tempérament logique de West. Seule une plus grande maturité pourrait l'aider à comprendre la limite mentale chronique du professeur docteur type, le produit de générations d'un puritanisme pathétique, aimable, consciencieux et même parfois amicaux et aimables, mais toujours étroits, intolérants, vissés à leurs coutumes et sans aucune perspective. Avec l'âge, venait plus de charité pour ces personnages incomplets, mais de haut esprit, dont le pire vice réel était la timidité, et qui sont finalement punis par le ridicule général de leurs péchés intellectuels. Des péchés comme le ptoléméisme, le calvinisme, l'antidarwinisme, l'antinichéisme et toutes sortes de sabaritarisme et de lois somptuaires. West, jeune malgré ses merveilleuses intuitions scientifiques, avait épuisé la patience du bon docteur Halsey et de ses érudits collègues, et nourrit un ressentiment croissant, associé à un sourd désir de prouver cette théorie à ces notables, braves et obtus, d'une façon frappante et dramatique. Comme tant de jeunes, il se complaisait dans des rêves diurnes de revanche, triomphe, avant le magnanime pardon final. Et puis vint le fléau, létal et grimaçant, surgit des cavernes de cauchemars des Tartares. West et moi-même avions terminé notre premier cycle à ce moment, mais étions restés à la faculté pour des recherches supplémentaires pendant le semestre d'été, et nous étions donc à Arkham quand sa démoniaque furie se déversa sur la ville.
Même si nous n'étions pas encore diplômés en médecine, nous avions notre licence et fûmes mobilisés en hâte aussitôt que le nombre de sinistrés s'accrut. La situation était déjà hors de contrôle et les morts s'accumulaient trop vite pour que les services funéraires locaux puissent y subvenir. Les inhumations sans embaumement se succédaient sans reste, et même le dépositaire du cimetière du Christ-Roi était saturé des cercueils de morts non embaumés. Cette circonstance n'était pas sans effet sur West, qui pensait souvent à l'ironie de la situation, tant de spécimens frais, mais aucun pour ses recherches persécutées. Nous étions effrayés et débordés de travail, et la terrifique tension mentale et nerveuse renforçait les pulsions morbides de mon camarade. Mais les aimables ennemis de West n'étaient pas moins harassés de devoirs accablants. L'université n'était pas fermée, et tous les médecins de la faculté de médecine aidaient à combattre l'épidémie de typhoïde. Le docteur Halsey, en particulier, s'était lui-même distingué dans le sacrifice, consacrant son extrême compétence et sa pleine énergie à des cas que tant d'autres fuyaient à cause du danger ou parce que sans espoir. Avant que le mois soit fini, le courageux doyen était devenu un héros populaire, inconscient pourtant de sa réputation pendant qu'il combattait pour ne pas succomber à la fatigue physique et à l'épuisement nerveux. West ne pouvait pas réfréner son admiration pour son adversaire, mais pour cela même, il était encore plus déterminé à lui prouver la vérité de ses doctrines inouïes. Se saisissant des avantages de la désorganisation à la fois du travail universitaire et des services sanitaires municipaux, il se débrouilla pour obtenir un corps d'un récent décès et le faire apporter à la salle de dissection de l'université une nuit. Puis, en ma présence, lui injecta une nouvelle variante de sa solution. La chose ouvrit réellement les yeux, mais ne fit que contempler le plafond avec une expression pétrifiée d'horreur avant de retomber dans un état inerte dont plus rien ne la fit revenir. West suggéra qu'il n'était pas assez frais, la chaleur de l'été ne favorisant pas la bonne tenue des cadavres. Et cette fois-là, nous faillîmes être surpris juste alors que nous allions l'incinérer, et West doutait de la pertinence d'un tel usage audacieux mais abusif du laboratoire de l'université. On atteignit au mois d'août le pic de l'épidémie. West et moi-même étions presque morts, et le docteur Halsey mourut le 14. Tous les étudiants participèrent au hâtif service funéraire rendu le 15 et se cotisèrent pour une couronne impressionnante, même si cette dernière disparut dans la masse d'hommages envoyés par les habitants d'Arkham indemnes et la municipalité elle-même. C'était quasiment une affaire publique, tant le doyen avait été leur bienfaiteur. Après l'inhumation, nous étions tous terriblement abattus et passâmes l'après-midi au bar de la chambre de commerce où West, même bouleversé par la mort de son plus grand opposant, nous glaça par ses références à ses théories habituelles. La plupart des étudiants repartirent chez eux ou à différents devoirs à mesure que le soir venait, mais West me persuada de passer la nuit là-dessus. La propriétaire de West nous vit revenir à la chambre vers 2 heures du matin, tenant un troisième compagnon entre nous deux, et dit à son mari que de toute évidence nous avions bu et dîné plus que de raison. Et elle devait avoir raison, cette perspicace matrone, puisque vers 3 heures du matin, toute la maison fut réveillée par des cris en provenance de la chambre de West, et quand ils enfoncèrent la porte, ce fut pour nous retrouver tous deux inconscients sur le tapis, tachés de sang, battus, écorchés et meurtris parmi ce qui restait des instruments et éprouvettes de West brisés autour de nous. Et seule la fenêtre ouverte témoignait de comment s'était enfui notre assaillant, et beaucoup s'étonnèrent de l'état dans lequel lui-même devait être après le terrifique saut depuis notre étage jusqu'à la pelouse qu'il avait fait. Il restait de bizarres vêtements dans la chambre,
Mais West, une fois repris conscience, dit qu'ils n'appartenaient pas à notre visiteur, mais étaient des spécimens recueillis pour analyse bactériologique au cours de nos investigations sur la transmission des germes de la maladie. Et il les brûla dès que possible dans la grande cheminée. À la police, tous deux déclarâmes notre ignorance quant à l'identité de notre compagnon nocturne. C'était, affirma West nerveusement, un étranger convivial que nous avions rencontré dans un bar du centre-ville, lequel il ne savait plus. Nous avions toujours été de bonne compagnie, mais ni West ni moi-même ne souhaitions les voir s'engager à la recherche de notre compagnon batailleur. La même nuit vit le début de la seconde horreur d'Arkham. Une horreur qui, pour moi, dépasse celle de l'épidémie elle-même. Le cimetière du Christ-Roi fut la scène d'une terrible tuerie. Un gardien y avait été mordu à mort, d'une manière non pas seulement trop épouvantable pour être décrite, mais éveillant le doute quant à la nature humaine de l'agression. La victime avait été vue vivante bien après minuit, et l'aube avait révélé l'horrible chose. On interrogea le directeur d'un cirque de passage dans la ville voisine de Bolton, mais il jura qu'aucun de ces animaux ne s'était échappé de sa cage. Ceux qui découvrirent le corps remarquèrent une traînée de sang qui menait jusqu'au dépositoire, où une petite flaque de sang rouge s'était accumulée juste à l'extérieur du portail. Une trace allant en s'affaiblissant menait de là vers les bois, mais disparaissait bientôt. Et ils dansèrent sur les toits d'Arkham la nuit suivante, les démons, tandis qu'une folie surnaturelle hurlait dans le vent. Sur la ville enfiévrée s'était répandu un maléfice que certains qualifièrent de pire que l'épidémie, et d'autres chuchotèrent que c'était l'incarnation elle-même de l'esprit de l'épidémie. Une chose innommable, répandant derrière elle dans chacune la mort rouge, pénétra dans 8 maisons, laissant en tout derrière elle 17 restes de corps mutilés et informes, tandis que le monstre sadique et muet s'enfuyait au dehors. Quelques témoins l'avaient aperçu dans la nuit, dit qu'il était de race blanche et ressemblait à un singe difforme ou un monstre anthropomorphe. Il n'était pas reparti sitôt après ses attaques. Parfois, semblait avoir eu faim. 14 était le nombre de ceux qu'il avait tués. Les 3 autres corps étaient déjà décédés dans les maisons dévastées. La 3e nuit, des équipes de volontaires désespérés, menés par la police, le capturèrent dans une maison de Crane Street, près du campus de l'université. Ils avaient mené leur battue avec discipline, se maintenant en rapport les uns avec les autres grâce aux cabines téléphoniques, et quand un témoin dans le quartier de la Miskatonic prévint de bruits suspects à une fenêtre fermée, le filet fut vite tendu. Grâce aux précautions prises et à l'avertissement général, il n'y eut que 2 victimes de plus et la capture s'effectua sans dégâts majeurs. La chose fut finalement stoppée d'une balle qui ne lui fut pas fatale et put être conduite à l'hôpital de la ville dans l'horreur et l'excitation générale. Parce qu'il s'agissait d'un homme. Rien de plus clair, malgré les yeux vitreux, le côté simiesque et la mutité et la sauvagerie démoniaque. Ils pansèrent sa blessure et le conduisirent à l'asile de Sefton, où il se jeta tête contre les murs d'une cellule capitonnée pendant 16 ans, jusqu'à la récente mésaventure de son évasion dans des circonstances que bien peu souhaitent voir évoquées. Ce qui avait le plus répugné aux volontaires d'Arkham et qui le remarquèrent une fois que le visage du monstre eut été nettoyé, fut l'ironique et incroyable ressemblance à un martyr des plus cultivés, capable de se sacrifier et qui avait été porté en terre à peine 3 jours plus tôt, le défunt docteur Alan Halsey, bienfaiteur public et doyen de la faculté de médecine de l'université Miskatonic.
pour Herbert West, mon ami disparu, et moi-même, le dégoût et l'horreur furent à leur comble. J'en tremble encore à y penser, et tremble encore plus quant à ce que je fis ce matin-là, quand West bredouilla à travers ses bandages et pansements. Zut, il n'était pas assez frais. Fin du 2e chapitre. 3, 6 balles au milieu de la nuit. Il n'est pas fréquent de tirer en hâte 6 balles d'un revolver quand une seule aurait suffi. Mais il y a tant de choses singulières dans la vie d'Herbert West. Il n'est pas fréquent, par exemple, qu'un jeune médecin quittant l'université soit obligé de renier tous les principes qui guident le choix d'une maison et d'un cabinet. Et ce fut le cas pourtant avec Herbert West. Quand lui et moi, nous eûmes obtenu notre diplôme à la faculté de médecine de l'université Miskatonic, et pensâmes à compenser notre pauvreté en nous établissant comme médecins généralistes, nous prîmes grand soin de ne pas dire pourquoi nous avions choisi une maison à ce point isolée et aussi près que possible de la fosse commune municipale. Une réticence comme celle-ci est rarement sans cause précise, et notamment la nôtre, parce que nos précautions résultaient d'un engagement de toute une vie bien impopulaire. Pour l'extérieur, nous étions de simples praticiens, mais sous les apparences couvaient de bien plus grandes et plus terribles ambitions, parce que l'essence de l'existence d'Herbert West était une quête dans le royaume obscur et interdit de l'inconnu, au terme de laquelle il espérait découvrir le secret de la vie et ramener à une vie perpétuelle la froide terre des cimetières. Une telle entreprise demande un étrange matériel, parmi lequel des corps humains frais. Et pour se fournir de ces choses indispensables, on doit vivre discrètement et à proximité d'un lieu d'inhumation. West et moi, nous étions rencontrés à l'université. J'avais été le seul à sympathiser avec ces hideuses expériences. Progressivement, j'en avais été conduit à devenir son inséparable assistant. Et maintenant que nous en avions fini de l'université, nous resterions ensemble. Ce n'était pas facile de trouver une bonne opportunité pour 2 médecins travaillant de compagnie, mais la réputation de l'université nous permit de trouver un cabinet à Bolton, une ville industrielle près d'Arkham, le siège de l'université. Les filatures de Bolton sont les plus grandes de la vallée de la Miskatonic, et leurs employés de toutes langues ne sont pas les patients les plus appréciés des médecins locaux. Nous choisîmes la maison la plus grande que nous trouvâmes, sise à l'écart, sur une pente, tout en bas de Pond Street, à 5 numéros du voisin le plus proche, et séparée de la fosse commune municipale seulement par une étendue de prairies, puis une bande étroite de la forêt plus dense qui commence au nord. La distance était plus grande que nous l'aurions souhaité, mais il n'y avait aucune maison plus près. Sans aller complètement de l'autre côté du cimetière, en dehors du quartier ouvrier. Nous nous consolions, bien sûr, de ce qu'il n'y avait personne entre nous et notre sinistre source d'approvisionnement. La marche n'était pas une bagatelle, mais au moins pouvions-nous transporter nos spécimens sans encombre. Nous bénéficiâmes dès le début d'une clientèle surprenamment vaste, assez grande pour satisfaire la plupart des jeunes praticiens, et assez grande pour prouver son ennui et sa routine aux étudiants que leur intérêt portait ailleurs. Les ouvriers des filatures étaient de tempérament quelque peu turbulents, et à côté de leurs besoins naturels, leurs fréquentes bagarres et coups de couteau nous donnaient bien à faire. Mais ce qui nous requérait, c'était bien le laboratoire que nous avions installé secrètement dans la cave. Un laboratoire avec une longue table sous des lampes électriques où, aux heures blêmes, nous injections régulièrement les diverses solutions de West dans les veines de ces choses que nous tirions de la fosse commune.
West travaillait comme un fou pour trouver quelque chose qui ramènerait à neuf les impulsions vitales de l'homme après avoir été arrêté par cette chose qu'on appelle la mort, mais y rencontrait les plus répugnants obstacles. La solution devait être différemment composée selon les différents types. Ce qui convenait aux cochons d'Inde ne convenait pas aux êtres humains, et chaque différent être humain contraignait à de grandes modifications. Les corps devaient être de la plus grande fraîcheur, faute de quoi la plus légère décomposition des tissus du cerveau rendait la parfaite réanimation impossible. Et bien sûr, l'énorme difficulté était de se les procurer. West en avait fait l'horrible expérience durant ses recherches secrètes à l'université avec des corps d'une ancienneté relative. Les résultats d'une réanimation partielle ou imparfaite étaient encore plus hideux que l'échec total, et nous étions encore tous deux effrayés de ce genre de souvenirs. Depuis notre première et démoniaque tentative dans la vieille ferme abandonnée de Meadow Hill à Arkham, nous ressentions une menace continuelle. Et West, pourtant un échantillon scientifique calme, blond et aux yeux bleus, confessait souvent avec effroi la sensation d'être furtivement poursuivi. Il percevait obscurément qu'il était subrepticement suivi, rançon psychologique de nerfs trop tendus, accru par le fait indéniablement perturbant qu'un de nos spécimens ressuscités était encore en vie, une effrayante créature carnivore enfermée dans une cellule capitonnée de Sefton, et qu'il en existait une autre, notre première, dont nous n'avions rien su de son destin. Nous avions bien de la chance avec nos spécimens de Bolton, bien plus qu'à Arkham. Nous n'y étions pas installés depuis une semaine que nous disposions de la victime d'un accident la nuit même de son enterrement. Le fîmes rouvrir les yeux avec une surprenante expression rationnelle avant que la solution manquât. Il avait perdu un bras, et si ça avait été un corps complet, nous aurions mieux réussi. De ce moment jusqu'à fin janvier, nous bénéficiâmes de 3 autres. L'un échoua totalement. Du suivant, nous obtînmes des mouvements musculaires précis, et du troisième, une chose plutôt étrange. Il se leva de lui-même et émit un son. S'ensuivit une période de moindre chance. Peu d'enterrements, ou pas du tout, et quand il y en avait, c'étaient des spécimens soit trop malades, soit trop mutilés pour s'en servir. Nous gardions trace de tous les décès et de leurs circonstances avec un soin scrupuleux. Une nuit de mars, cependant, nous obtîmes à l'improviste un spécimen qui ne venait pas de la fosse commune. Le puritanisme qui prévalait à Bolton avait mis hors la loi le noble art de la boxe, avec le résultat habituel. Les assauts clandestins et sans précaution étaient fréquents chez les ouvriers des filatures, recevant la visite de boxeurs professionnels de basse catégorie. Il y eut cette nuit d'hiver un de ces combats, et évidemment avec un résultat désastreux. Nous le sûmes lorsque 2 Polacs, effrayés, vinrent nous chercher en bredouillant des choses incohérentes à propos du secret à garder concernant un cas désespéré. Nous les suivîmes jusqu'à une grange abandonnée où ce qui restait d'une foule d'étrangers regardait stupéfiés une forme noire sur le sol. Le match avait opposé Kid O'Brien, un jeune lourdeau maintenant éberlué avec un nez tuméfié, très peu irlandais, et Buck Robinson, le typhon de Harlem. Disclaimer. Quand tu lis Lovecraft, tu dois accepter Lovecraft. Le raisonnement, ça se fait à côté. Et des fois, c'est lourd. Injustifiable. Le noir avait été mis KO, et le premier instant d'examen nous prouva que ce serait définitif.
Il avait un affreux physique de gorille, avec des bras anormalement longs, que je ne peux pas m'empêcher d'appeler ses pattes avant, et un visage qui suscitait la pensée des plus indescriptibles secrets du Congo et de battements de tambour sous la pleine lune. Son corps devait même paraître pire lorsque, en vie, mais le monde recèle tant d'affreuses choses. Fin du disclaimer. Le monde recèle tant d'affreuses choses. La pensée raciste de H.P. Lovecraft. La petite foule faisait pitié tant ces gens avaient peur, ne sachant pas ce que la loi exigerait d'eux si l'affaire n'était pas étouffée. Et ils furent bien reconnaissants envers West lorsqu'il leur proposa de prendre tout cela en charge discrètement dans un but que je connaissais trop bien. Il régnait un magnifique clair de lune sur la lande sans neige. Nous rhabillâmes la chose et la ramenèrent à la maison entre nous deux, traversant les rues désertes et les terrains vagues, comme nous l'avions fait d'une chose similaire lors de cette horrible nuit à Arkham. Nous préférâmes entrer dans la maison par l'arrière, fîmes passer le spécimen par la porte de derrière et descendîmes l'escalier de la cave avant de le préparer pour l'expérience habituelle. Notre peur de la police était exagérée jusqu'à l'absurde, mais nous avions combiné notre trajet pour ne pas tomber sur la patrouille du solitaire policier de service dans le quartier. Le résultat fut délibérément anticlimatique. Aussi répugnante que paraisse notre proie, il resta totalement sans réaction aux différentes solutions que nous lui injectâmes dans l'avant-bras, des solutions préparées à l'origine pour des hommes blancs. Et comme l'heure tournait, et que nous approchions dangereusement de l'aube, nous fîmes comme nous avions fait des précédents. Tirâmes la chose à travers la prairie jusqu'au bord du bois jouxtant la chose commune et l'enterrâmes ici de la meilleure façon que nous le permettait le sol gelé. La tombe n'était pas très profonde, mais aussi bonne qu'elle l'avait été pour le dernier spécimen, celui qui s'était relevé de lui-même et avait poussé un cri. À la lumière de nos lanternes sourdes, nous la recouvrîmes soigneusement de feuilles et de branches mortes, à peu près certains que jamais la police ne le découvrirait dans une forêt si dense et si sombre. Je craignais plus fort que la police s'en mêle le jour suivant, quand un patient nous rapporta des rumeurs sur un décès lors d'un match clandestin. West avait des soucis d'un autre genre, ayant été appelé l'après-midi pour un cas qui se termina de façon menaçante. Une femme italienne était devenue hystérique à cause de la disparition d'un de ses enfants. Elle en avait 5. Qui était parti tôt le matin et n'était pas revenu pour le dîner et avait développé des symptômes alarmants depuis longtemps pour une faiblesse de cœur. Une crise d'hystérie plutôt idiote parce que le garçon avait souvent fait des fugues par le passé, mais ces Italiens d'origine rurale sont d'obstinés superstitieux et cette femme semblait plus obsédée par les présages que par les fêtes, et vers 7 heures du soir, elle en était morte. Et son mari, dans tous ses états, s'était jeté sur West pour le tuer dans une scène désespérée, lui reprochant sévèrement de n'avoir pu sauver sa femme. Des voisins s'étaient interposés lorsqu'il avait levé un poignard, et West s'était enfui dans un brouhaha de cris, mauvais sorts et promesses de vengeance, tandis que dans ce dernier malheur, le père semblait avoir oublié son fils, toujours pas revenu malgré la nuit noire. On envisagea de lancer une battue dans les bois, mais tous les proches de la famille étaient accaparés par le décès de la mère et la crise du père. Tout cela contribua à la tension nerveuse de West, à la peur et de la police et de l'Italien fou y ajoutaient ensemble. Nous nous séparâmes à 11 heures, mais je ne pus vraiment dormir. Bolton disposait d'une police vraiment compétente pour une ville si petite, et je ne pouvais m'empêcher de craindre ce qui s'ensuivrait si l'affaire de la nuit précédente était découverte. Cela signifierait la fin de nos travaux ici, mais peut-être la prison pour tous les deux, West et moi-même. Je n'aimais pas ces rumeurs qui se propageaient sur le combat. Quand l'horloge sonna les 3 heures du matin, j'avais la lune dans les yeux, mais je me retournais sans aller tirer les stores.
Alors survint le grattement appliqué à la porte de derrière. Je demeurai sans bouger, plutôt angoissé, mais presque aussitôt j'entendis West frapper à ma porte. Il avait enfilé une robe de chambre et des pantoufles, mais tenait à la main un revolver et une torche électrique. Pour le revolver, je savais qu'il redoutait plus l'Italien devenu fou que la police. « On ferait mieux d'aller y voir, murmura-t-il. De toute façon, ce serait mieux de ne pas répondre. Ça peut être un patient, mais de venir par la porte de derrière, ça peut être un de ces excités. » Alors nous descendîmes l'escalier sur la pointe des pieds avec une peur en partie justifiée, mais en partie venue seulement de nos sensations à ces heures bizarres. La porte continuait d'être secouée, progressivement plus fort. Quand nous atteignîmes la porte, je la déverrouillai précautionneusement, puis l'ouvris soudainement quand la lune nous dévoila la silhouette qui se dessinait devant nous. West fit une chose surprenante. En dépit du danger évident d'attirer sur nous l'attention et d'amener jusqu'à nous l'enquête de police tant redoutée, une chose après tout heureusement improbable grâce au relatif isolement de notre maison, mon ami, tout soudainement, mais surexcité et sans nécessité aucune, vida les 6 balles de son revolver dans notre visiteur nocturne. Parce que ce visiteur n'était ni un policier, ni l'Italien. Parce que, éclairé par une lune spectrale et nous regardant hideusement, se dressait une chose géante et difforme que nul n'aurait imaginée sinon dans ses cauchemars. Des yeux vitreux, 4 pattes toutes noires, couvertes de terre, de feuilles et de branches, dégoulinantes de sang séché et gardant entre ses dents brillantes un terrible objet blanc de neige cylindrique et qui se terminait en main minuscule. Fin du chapitre 3. 4. Du cri des morts. Le cri d'un homme mort provoqua en moi cette horreur acérée et grandissante du docteur Herbert West qui obséda les dernières années de notre compagnonnage. Rien de plus naturel qu'une chose comme le cri d'un homme mort provoque l'horreur. Tant d'évidence, ce n'est pas une occasion plaisante ni ordinaire, mais je m'étais habitué à de telles expériences et commençais à en souffrir seulement à cause d'une circonstance bien particulière, et comme je l'ai souligné, ce n'est pas l'homme mort lui-même que je commençais à craindre. Herbert West, dont j'étais l'associé et l'assistant, ambitionnait des intérêts scientifiques bien au-delà de la routine commune à un médecin de village. C'était pour cela, alors qu'il s'installait comme médecin à Bolton, qu'il avait choisi une maison isolée près du cimetière communal. Pour le dire vite et bien, la seule et absorbante passion de West était l'étude secrète du phénomène de la vie et de sa cessation qu'il avait mené à la réanimation de la mort à travers des injections d'une solution existante. Pour ces répugnantes expérimentations, la disposition constante de corps humains très frais lui était nécessaire. Très frais parce que la moindre dégradation abîmait sans espoir la structure du cerveau, et d'êtres humains parce que nous avions établi que la solution devait être composée différemment selon les divers types d'organismes. Des foules de lapins et cochons d'Inde avaient été sacrifiés et traités, mais cette piste n'aidait pas. West n'avait jamais pleinement réussi parce qu'il n'avait jamais pu disposer d'un cadavre assez frais. Ce qu'il voulait, c'était des corps dont le principe vital venait juste de cesser, des corps dont chaque cellule était intacte et capable d'accéder de nouveau à ce mode d'impulsion appelé vie. Il gardait l'espoir que cette seconde vie, même artificielle, pourrait être rendue perpétuelle en répétant les injections, mais nous avions découvert que la vie ordinaire et naturelle ne répondait pas à cette action.
Pour établir cette pulsion artificielle, la vie naturelle devait d'abord s'éteindre. Les spécimens devaient être frais, mais tout à fait morts. La terrifiante recherche avait commencé quand West et moi étions étudiants à la faculté de médecine de l'université Miskatonic d'Arkham, conscients depuis le départ de la nature principalement mécanique de la vie. C'était déjà il y a 7 ans, mais West semblait à peine plus vieux d'un jour. Il était mince, blond, rasé de près, la voix douce, portait des lunettes, avec seulement un éclat occasionnel de ses yeux d'un bleu glacé pour signifier la dureté et le fanatisme grandissant de son tempérament sous la pression d'une quête si terrible. Nos expériences nous avaient souvent conduits à l'extrême du répugnant, les résultats d'une réanimation défectueuse quand les mottes prises à la terre des cimetières avaient été galvanisées en masse morbide, surnaturelle et sans cervelle par les différentes modifications de la solution vitale. Une des choses avait émis un cri à faire frissonner les nerfs. Une autre s'était levée soudainement, nous battant jusqu'à perte de conscience, et s'était même déchaînée par des actes scandaleux avant qu'on puisse l'enfermer derrière les barreaux d'un asile. Une autre encore, une affreuse monstruosité noire, avait pu ramper hors de sa tombe trop en superficie et avait accompli un meurtre. West avait dû se résoudre à l'abattre. Nous ne parvenions pas à obtenir des corps suffisamment frais pour prouver quelques traces de raison une fois réanimés, et nous avions malgré nous créé d'innommables horreurs. Nous étions troublés de penser qu'un, peut-être 2 de ces monstres vivaient encore. Cette pensée nous a obsédés jusqu'à ce que West disparaisse dans d'effroyables circonstances. Mais au temps de ce cri, dans le laboratoire souterrain de notre maison isolée de Bolton, nos peurs n'entravaient pas notre perpétuelle angoisse à nous procurer les spécimens les plus frais. West y était plus avide que moi-même, et il me semblait voir comment cela le rongeait intérieurement sous son apparence saine et bien portante. C'est en juillet 1910 que la malchance concernant les spécimens commença à tourner. Je m'étais rendu en Illinois pour une longue visite à ma famille, et à mon retour, je trouvais West dans un singulier état d'excitation. Il avait, selon toute probabilité, me dit-il enthousiaste, résolu ce problème de fraîcheur en le reprenant sous un tout autre angle, celui de la préservation artificielle. Je savais qu'il travaillait à un nouveau et hautement inhabituel composé d'embaumement et ne fus pas surpris qu'il y ait réussi. Mais jusqu'à ce qu'il m'en explique les détails, je restais dans l'expectative sur comment un tel produit pouvait nous aider dans notre travail, puisque la nauséabonde putréfaction commençante des spécimens était largement due au délai intervenu avant que nous les traitions. Ceci, je m'en aperçois maintenant, West l'avait parfaitement noté, développant son composé d'embaumement pour le futur plutôt que pour un usage immédiat et s'en remettant au destin pour se procurer à nouveau des corps récemment décédés, non encore inhumés, tout comme, quelques années plus tôt, nous avions pu disposer de ce nègre tué dans les combats clandestins de Bolton. Le destin nous fut enfin clément. Et ce jour même reposait dans le laboratoire secret de notre cave un cadavre dont la putréfaction, sous n'importe quel angle qu'on le considère, ne pouvait avoir commencé. Ce qui se produirait lors de la réanimation, et si nous pouvions en espérer une seconde vie de l'esprit et de la raison, West ne s'aventurait pas à le prédire. Cette expérience serait un jalon dans nos études, et il avait conservé ce nouveau corps en prévision de mon retour pour que tous deux puissions en observer le spectacle comme nous l'avions toujours fait. West me raconta comment il avait obtenu ce spécimen. Cela avait été un homme vigoureux, un étranger, bien habillé, juste arrivé par le train pour traiter d'affaires avec les grandes filatures de Bolton.
Son chemin pour traverser la ville avait été long, et sur sa route, le voyageur avait sonné à notre porte pour demander son chemin. Son cœur, alors à bout de force, il avait refusé un médicament, était mort à peine un instant plus tard. Le corps, comme on s'y attendait, sembla à West un cadeau du ciel. Dans leur brève conversation, l'étranger avait témoigné que personne ne le connaissait à Bolton, et une exploration de ses poches révéla par la suite qu'il s'agissait d'un Robert Leavitt de St. Louis, apparemment dépourvu de famille, qui lancerait un avis de recherche à sa disparition. Si cet homme ne pouvait être ramené à la vie, personne ne saurait rien de notre tentative. Nous enterrerions ce qu'il en resterait dans cette dense bande de bois qui nous séparait du cimetière communal. L'inconvénient d'un cœur probablement faible ne gênait West outre mesure, semblait-il. Il souhaitait enfin obtenir ce qui ne lui avait jamais été accordé, attiser de nouveau l'étincelle de la raison qui en ferait une créature vivante et normale. Ainsi, cette nuit du 18 juillet 1910, Herbert West et moi-même, nous tenions dans notre laboratoire souterrain et observions une forme blanche et silencieuse sous l'éblouissante lampe à arc. Le composé d'embaumement s'était révélé parfaitement fonctionner, et regardant émerveillé cette robuste complexion qui avait attendu 2 semaines sans aucune rigidité, j'étais induite à douter de l'assurance que West me donnait, que cette chose était bien morte. Cette assurance, il l'avait cependant vérifiée, me rappelant que la solution de réanimation ne pouvait être utilisée sans des tests soigneux sur un reste de vie, qu'elle ne pouvait prendre effet s'il demeurait le moindre indice de vitalité. Tandis que West terminait les préparatifs, j'étais surpris de la grande complexité prise par la nouvelle expérience. Une complexité si grande qu'il ne pouvait la confier à aucune main moins délicate que la sienne. M'interdisant de toucher le corps, il injecta d'abord une drogue dans le poignet, juste à côté de l'endroit où il avait planté son aiguille pour injecter le composé d'embaumement. Ceci, me dit-il, pour neutraliser le composé et ramener le système à une relaxation normale et que la solution de réanimation puisse agir librement après injection. Peu de temps après, quand le changement et une subtile souplesse semblèrent affecter les membres morts, West appliqua violemment un genre d'oreiller sur la face convulsée et l'y maintint jusqu'à ce que le cadavre apparaisse calme et prêt pour notre tentative de réanimation. West, pâle et enthousiaste, procédant maintenant à de derniers tests de superficie, pour confirmer une absence de vie absolue, en retira satisfaction et injecta finalement dans le bras gauche une quantité dûment mesurée de l'élixir vital, préparé l'après-midi même avec un soin bien plus grand qu'au temps de l'université et nos premiers exploits à tâtons. Je ne saurais exprimer l'attente folle, la respiration coupée, tandis que nous attendions les effets sur notre premier spécimen réellement frais, le premier dont nous pouvions raisonnablement attendre qu'il ouvre les lèvres pour un discours rationnel et puisse peut-être nous conter ce qu'il avait vu dans les insondables abysses. West était un matérialiste, ne croyant pas en l'âme et attribuant tout le travail de conscience aux phénomènes corporels. Par conséquent, ne recherchant pas la révélation de hideux secrets sur les golfes et cavernes au-delà de la barrière de la mort, je ne m'opposais pas radicalement à lui du point de vue de la théorie, mais gardais quelques restes vagues et instinctifs de mes ancêtres, et ne pouvais m'empêcher de surveiller le cadavre avec une crainte et un respect certain et une attente terrible. D'un autre côté, je ne pouvais m'ôter de la mémoire ce hurlement inhumain et hideux que nous avions entendu lors de notre première expérience dans la ferme abandonnée près de Arkham.
Et très peu de temps s'écoula avant que je découvre que notre tentative ne serait pas un échec total. Une touche de couleur revint aux joues, jusqu'ici d'un blanc de craie, et vint une barbe drue, curieusement fournie et sableuse. West, qui tenait sa main sur le pouls du poignet gauche, hocha la tête sans ambiguïté, et presque simultanément apparut une buée sur le miroir incliné au-dessus de la bouche. S'ensuivirent quelques mouvements musculaires spasmodiques, puis une respiration audible et une palpitation visible de la poitrine. Je regardai les paupières closes, et il me sembla y déceler un battement. Alors les paupières se levèrent, montrant des yeux gris, calmes et vivants, mais encore sans intelligence, et même pas curieux. Par un caprice ou une impulsion fantastique, je lançai alors des questions à ses oreilles redevenues roses, des questions sur ces autres mondes dont la mémoire pouvait encore être présente. La terreur s'empara de mon esprit lorsque je formulai et répétai la dernière, qui était « Où êtes-vous allé ?» Je ne sais toujours pas s'il a répondu ou pas, parce que aucun son ne sortit de sa bouche, qui avait retrouvé sa forme, mais je sais qu'à ce moment précis, j'ai fermement cru avoir vu les lèvres minces remuer silencieusement, formant des syllabes qui correspondaient à « juste maintenant ». Si cette phrase avait eu quelque sens ou pertinence. À ce moment, je le répète, je fus saisi de la conviction qu'un grand but avait été atteint et que pour la première fois, un cadavre réanimé avait prononcé distinctement des mots organisés par la raison habituelle. Dès le moment suivant, il n'y avait plus de doute sur le triomphe, plus aucun doute que la solution avait pleinement accompli, au moins temporairement, sa pleine mission de restaurer une vie articulée et rationnelle depuis la mort. Mais du sein de ce triomphe leva aussi devant moi la pire de toutes les horreurs. Non pas l'horreur de cette chose qui parlait, mais la preuve soudaine du crime accompli par l'homme auquel mon destin professionnel était lié. Parce que ce corps parfaitement frais, émergeant enfin dans une pleine et terrifique conscience, avec les yeux dilatés et la mémoire de ses derniers moments sur terre, lança des mains frénétiques dans un combat contre l'air, entre la vie et la mort, s'effondrant soudain dans une seconde et définitive dissolution de laquelle il n'y aurait aucun retour, poussa un cri qui résonnera éternellement dans mon cerveau meurtri. « À l'aide, arrière, toi, maudite sale bête blondasse, enlève cette aiguille de moi. » Fin du chapitre 4. 5. Horreur surgit des ombres. Bien des hommes ont conté des choses effroyables qui n'ont jamais été imprimées, qui se sont produites sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Quelques-unes de ces choses m'ont fait m'évanouir, d'autres m'ont provoqué des nausées dévastatrices, tandis que d'autres m'ont fait trembler et me guettent derrière moi dans la nuit. Mais malgré ce que je sais des pires d'entre elles, je dois moi-même raconter la plus hideuse d'entre elles toutes, la surnaturelle, choquante et incroyable horreur surgit des ombres. J'étais en Flandre en 1915, médecin dans un régiment canadien, avec le rang de premier lieutenant, comme tant d'Américains qui avaient précédé le gouvernement lui-même dans l'affrontement gigantesque. Je n'étais pas entré dans l'armée de ma propre initiative, mais plutôt comme le résultat naturel de l'embrigadement auprès de l'homme dont j'étais l'indispensable assistant, le célèbre chirurgien spécialiste de Boston, le docteur Herbert West, lequel avait saisi avidement la chance de servir comme chirurgien dans une grande guerre, et quand la chance s'était présentée, m'avait emmené avec lui presque contre ma volonté. Il y avait des raisons pour que j'eusse été heureux que la guerre nous séparât.
Des raisons parce que je trouvais de plus en plus irritant la pratique de la médecine et le compagnonnage de West. Mais une fois qu'il fut parti à Ottawa et grâce aux bons soins d'un collègue influent eut intégré en tant que major une commission médicale, je ne pus résister à la persuasion impérieuse de quelqu'un déterminé à ce que je l'accompagne avec mes compétences habituelles. Quand je dis que le docteur West était avide de servir sur un champ de bataille, je ne veux pas en inférer qu'il était de tempérament guerrier ou anxieux de la survie de la civilisation. Toujours une machine intellectuelle froide comme la glace, mince blond, les yeux bleus sous ses lunettes. Je pense qu'il avait secrètement compris que mon récent enthousiasme martial outrepassait sa neutralité molle. Il y avait cependant quelque chose qu'il convoitait dans les Flandres en guerre, et pour en disposer, il devait revêtir l'uniforme militaire. Ce qu'il voulait, peu de personnes le voulaient, juste quelque chose relié à la singulière branche de la science médicale qu'il avait choisi quasi clandestinement de suivre, et dans laquelle il avait accompli de surprenants et parfois hideux résultats. C'était, en fait, rien de plus ou moins que la mise à disposition abondante d'hommes tués dans tous les états de démembrement. Herbert West avait besoin de corps frais parce que l'œuvre de sa vie consistait en la réanimation depuis la mort. Dans sa clientèle huppée, qui avait si rapidement bâti sa réputation après son arrivée à Boston, personne n'en savait rien, mais moi je ne le savais que trop, qui avait été son ami le plus proche et le seul assistant depuis nos anciens jours à la faculté de médecine de l'université Miskatonic à Arkham. C'était dans ce temps, à l'université, qu'il avait commencé ces terribles expériences. D'abord sur de petits animaux, puis sur des corps humains, frauduleusement obtenus. C'était grâce à une solution qu'il injectait dans les veines des choses mortes, et si elles étaient assez fraîches, elles réagissaient d'étranges façons. Il avait eu bien du mal à découvrir la formule convenable, parce que chaque type d'organisme requérait un stimulus qui lui était spécifique. La terreur s'emparait de lui quand il réfléchissait à ces échecs partiels, des choses sans nom résultant des solutions imparfaites ou de corps insuffisamment frais. Un certain nombre de ces échecs étaient demeurés en vie. L'un était à l'asile, tandis que d'autres avaient disparu. Et quand il pensait aux conjectures envisageables, mais encore virtuellement impossibles, il tremblait souvent sous son impassibilité habituelle. West avait compris très tôt que la fraîcheur absolue des corps était la première exigence pour des spécimens exploitables, et dans sa chasse aux corps avait souvent recouru à des artifices et expédients effrayants. À l'université, et pendant nos premières années de pratique commune dans la ville de Bolton, mon attitude envers lui avait souvent été celle d'une admiration fascinée. Mais à mesure que grandissait l'audace de ses méthodes, une peur mordante me tenaillait. Je n'aimais pas la façon dont il regardait des corps vivants et sains. Et vint une nuit de cauchemar dans notre laboratoire souterrain quand j'appris que certains spécimens étaient bien vivants quand ils s'en étaient emparés. C'était la première fois qu'il avait pu raviver qualitativement une pensée rationnelle d'un cadavre, et son succès, obtenu à tel coup détestable, l'avait complètement endurci. De ces méthodes, dans les 5 ans qui suivirent, je n'ose pas parler. J'étais lié à lui par la pure force de la peur, et fut témoin de choses qu'aucune langue humaine ne pourrait répéter. J'en vins progressivement à considérer Herbert West comme lui-même plus horrible que n'importe quelle chose qu'il fit. Il m'apparut alors que son zèle scientifique initial avait subtilement dégénéré dans une curiosité d'abord pathologique et morbide,
et un désir secret de pittoresque charnel. Son intérêt devint une addiction diabolique et perverse à l'anormal répugnante et abominable. Il discourait calmement de monstruosités artificielles qui auraient fait tomber morts de peur et de dégoût des hommes sains. Il devint, derrière son intellectualité insipide, un fastidieux Baudelaire de l'expérimentation clinique, un Héliogabale languide des cimetières. Inflexible, il affrontait les dangers. Impassible, il commettait des crimes. Je crois que l'apogée survint de ce qu'il avait prouvé que la vie rationnelle pouvait être restaurée, le laissant enclin à penser qu'il y avait de nouveaux mondes à conquérir en expérimentant la réanimation de morceaux détachés du corps. Il avait des idées aussi extravagantes qu'originales sur les propriétés vitales indépendantes des cellules organiques et des tissus nerveux. Une fois séparés des systèmes physiologiques naturels, et avait accompli quelques hideuses vérifications préliminaires à partir d'un tissu nourri et jamais mourant, obtenu d'œufs presque éclos de je ne sais quel reptile tropical. Il était impatient à l'excès d'établir 2 points biologiques. Tout d'abord, de savoir quelle quantité de conscience et d'action rationnelle était envisageable sans le cerveau, en se contentant de la moelle épinière et des différents centres nerveux. Et le second, quelle sorte éventuelle de relation intangible et invisible distinctes des cellules matérielles, pouvaient exister pour relier des parties séparées par la chirurgie, mais provenant d'un unique organisme vivant. Tout ce travail de recherche supposait de disposer d'une quantité prodigieuse de chair humaine fraîchement abattue, et c'est ainsi qu'Herbert West s'engagea dans la Grande Guerre. La chose irréelle qu'il voudrait mieux taire se produisit dans le creux de la nuit, en mars 1915, dans un hôpital de campagne derrière la ligne de front à Saint-Éloi. Et aujourd'hui encore, je me demande si cela a pu être autre chose qu'un rêve démoniaque ou un délire. West disposait d'un laboratoire privé dans l'aile est d'un bâtiment provisoire aux allures de grange, concédé à son usage, sur l'argument qu'il étudiait la mise au point de nouvelles et radicales méthodes dans les cas sinon sans espoir de mutilation. C'est là qu'il travaillait comme un boucher, au milieu de ses marchandises sanglantes, et je n'ai jamais pu me faire à la légèreté avec laquelle il envisageait et classait certaines choses. À l'époque, il accomplissait de réelles merveilles de chirurgie sur les soldats, mais son plaisir principal était de sorte moins public et philanthropique, requérant plusieurs explications quant à des sons qui semblaient singuliers, même dans cette babel de damnés. Parmi ces sons, de fréquents coups de revolver, certainement pas surprenants sur un champ de bataille, mais beaucoup plus dans un hôpital. Les spécimens réanimés par le docteur West n'étaient pas destinés à une longue existence ni à un large public. À côté des tissus humains, West utilisait beaucoup de ces tissus d'embryons de reptiles qu'il élevait avec des résultats si singuliers. C'était bien mieux que le matériel humain pour maintenir la vie dans des fragments séparés de leurs organes, et c'était maintenant la tâche principale de mon ami. Dans un coin sombre du laboratoire, sur une étrange cuve à incubation, il maintenait un grand bac rempli de cette matière reptilienne qui se multipliait et proliférait, cotonneuse et immonde. La nuit dont je parle, nous disposâmes d'un splendide nouveau spécimen, un homme autrefois physiquement puissant, et d'un haut intellect qui nous garantissait un système nerveux très sensible. C'en était même ironique, parce qu'il s'agissait de l'officier qui avait aidé West à obtenir ce poste, qui devenait ainsi notre associé. Il avait plus ou moins dans le passé, sous la direction de West, secrètement lui aussi étudié la théorie de la réanimation.
Le major Sir Eric Marlon Clapham Lee, bénéficiaire du Distinguished Service Order, était le meilleur chirurgien de notre division et avait été en hâte affecté au secteur de Saint-Éloi quand l'état-major apprit que de lourds combats s'y préparaient. Il devait arriver en aéroplane, piloté par l'intrépide lieutenant Ronald Hill, quand un tir les atteignit juste au-dessus de leur destination. La chute avait été spectaculaire et affreuse. Hill était irreconnaissable, mais l'accident laissa le grand chirurgien presque décapité, mais dans une condition intacte pour le reste. West s'était goulûment emparé de la chose sans vie qui avait été son ami et compagnon d'études, et je frissonnais quand il termina en tranchant la tête, la plaçant dans son détestable bac au tissu charnu d'embryons de reptiles, la réservant pour de futures expériences, tandis qu'il commençait d'examiner le corps décapité sur sa table d'opération. Il lui injecta du sang frais, sutura certaines veines, artères et nerfs dans le cou sans tête, et referma l'ouverture dégoûtante en lui greffant un lambeau de peau prise à un spécimen non identifié qui avait porté une tenue d'officier. Je savais ce qu'il espérait, voir si ce corps hautement organisé mais sans tête pouvait prouver n'importe quel signe de la vie cérébrale qui avait fait de Sir Eric Marlon Clapham Lee un homme distingué. Lui avait voulu étudier la réanimation. Son tronc muet était maintenant affreusement convoqué à la prouver. Et je revois encore Herbert West sous le sinistre projecteur électrique en train d'injecter sa solution de réanimation dans le bras du corps sans tête. Une scène que je ne puis décrire, je m'évanouirais si je le tentais, tant il y a de folie dans une salle remplie de lambeaux charnels classés avec du sang et que vous pataugez jusque aux chevilles dans des débris humains d'ordre moindre sur le sol visqueux, avec dans les ombres opaques cette anormalité de bulles reptiliennes en train de cuire et germer à la mince lumière tremblotante d'une flamme bleu-vert dans le coin le plus sombre et éloigné de la salle. Le spécimen, comme West le remarqua plusieurs fois, disposait d'un splendide système nerveux. Nous en attendions beaucoup, et lorsque quelques sursauts et tressaillements commencèrent d'y apparaître, le visage de West ne put dissimuler un intérêt fiévreux. Il était sur le point, je le pensais aussi, de vérifier la preuve de son opinion de plus en plus forte que la conscience, la raison et la personnalité pouvaient exister indépendamment du cerveau, que l'homme n'a pas d'esprit connecté centralement, mais est principalement une machine à terminaison nerveuse dont chaque section est plus ou moins complète en elle-même. West était prêt, par une démonstration triomphante, à reléguer le mystère de la vie dans la catégorie du mythe. Le corps, maintenant, s'agitait plus vigoureusement, et sous nos yeux avides commençait à se soulever d'une façon effrayante. Les bras s'agitaient avec inquiétude, les jambes se redressèrent, et différents muscles furent pris de convulsions que nous vîmes avec répulsion. Alors la chose sans tête rejeta ses bras dans un geste qui était sans équivoque une marque de désespoir, un désespoir intelligent qui suffisait à lui seul à prouver la théorie de Herbert West. Sans aucun doute, ses nerfs se souvenaient du dernier acte de la vie de cet homme, le combat pour s'extraire de l'aéroplane abattu. Ce qui suivit, je ne le saurai jamais avec précision. Cela a pu être seulement une hallucination dans le choc causé à cet instant par la complète destruction du bâtiment dans le cataclysme des obus allemands qui pourrait nous contredire, puisque West et moi-même en furent les seuls survivants confirmés. West aimait à le penser avant sa récente disparition, mais par moments il n'y parvenait pas. Il était seulement bizarre en ce cas que tous deux ayons eu la même hallucination. La hideuse circonstance en elle-même était très simple, remarquable seulement par ses implications. Le corps sur la table
s'était redressé dans un terrible et aveugle sursaut, et nous avions alors entendu un son. Je n'aurais pas appelé voix un tel son, parce que c'était trop affreux. Et pourtant, le timbre n'était pas ce qu'il y avait de plus affreux, ni non plus le message, puisque, en gros, voilà ce qu'était le cri. « Saute, Ronald, pour l'amour de Dieu, saute !» La chose affreuse, c'était d'où il provenait, parce qu'il provenait du grand bac sous son couvercle, dans cet horrible recoin d'ombres noires et rampantes. Fin du chapitre 5 et avant-dernier. 6. Les légions des tombes. Quand le docteur Herbert West disparut, il y a juste un an, la police me fit subir un interrogatoire serré. Il suspectait que je me taisais sur certaines choses, et peut-être en supposait de très graves. Mais comment j'aurais pu leur dire la vérité? Ils n'en auraient rien pu croire. Ils se doutaient bien sûr que West avait été en lien avec des activités au-delà de la croyance des gens ordinaires. Et ces hideuses expériences sur la réanimation des corps morts avaient longtemps été trop intensives pour les imaginer totalement clandestines. Mais la catastrophe finale, qui vous ébranlait les nerfs, comportait des éléments d'un fantastique démoniaque tel que moi-même je doutais de la réalité de ce que j'avais vu. J'étais le plus proche ami de West et son seul et discret assistant. Nous nous étions rencontrés des années plus tôt à la faculté de médecine. Je partageais depuis le début ces terribles recherches. Il avait lentement mis au point puis perfectionné une solution qui, injectée dans les veines d'une personne récemment décédée, en restaurait la vie. Une quête imposant de disposer de cadavres frais en abondance et pour cela contraignant à des actes peu naturels. Et plus choquant encore, ce qui avait parfois résulté de ces expériences, sinistre masse de viande qui avait été morte, que West ranimait mais aveugle, nauséeuse et sans cervelle. Tels étaient les résultats habituels si, pour réactiver l'esprit, il était nécessaire d'obtenir des spécimens d'une fraîcheur absolue, où aucune décomposition n'avait pu affecter les délicates cellules du cerveau. Ce besoin de cadavres parfaitement frais, voilà où avait sombré le sens moral d'Herbert West. Se les procurer était difficile, et un jour de sinistre mémoire, il s'était emparé d'un spécimen alors qu'il était encore vigoureux et bien en vie. Une brève bataille, une aiguille et un puissant alcaloïde l'avaient transformé en cadavre de la plus belle fraîcheur, et l'expérience s'était révélée un succès pour un bref et mémorable moment, mais West en avait conservé des bleus et cicatrices à l'âme, et un œil endurci qui parfois regardait avec une sorte de hideur et de calcul anticipé certains hommes au cerveau particulièrement sensible ou particulièrement vigoureux. Et vers la fin, je devenais moi-même effrayé par West, qui commençait à me regarder de cette façon. Les gens ne semblaient pas remarquer ses regards, mais ils remarquaient ma peur. Et c'est ce qui provoqua après sa disparition ces absurdes soupçons. West, pour dire le vrai, était encore plus effrayé que moi, tant ces abominables buts avaient engendré une vie de clandestinité, à craindre toutes les ombres. C'était en partie la police qu'il craignait, mais parfois sa nervosité s'aggravait et se faisait plus nébuleuse à cause de certaines choses indescriptibles à laquelle il avait injecté une vie morbide et dont il avait manqué le retour à la vie. Il terminait d'habitude ses expériences avec un revolver, mais certaines fois n'avait pas été assez rapide. Il y avait ce premier spécimen sur lequel on aperçut plus tard des griffures et écorchures de la tombe. Il y eut aussi le corps de ce professeur d'Arkham qui s'était livré à des actes cannibales avant d'être
capturé et anonymement enfermé dans la cellule d'un asile de fous à Selten, où il se cognait la tête au mur depuis 16 ans. Il est moins facile de parler de la plupart des autres résultats de possible survie, puisque dans les dernières années, le zèle scientifique de West avait dégénéré en une manie malsaine et fantasmatique. Il avait consacré le meilleur de son habileté à redonner vie non pas à des corps humains entiers, mais à des parties isolées du corps ou des éléments mêlés à de la matière organique autre qu'humaine. C'en était devenu abominablement répugnant. À l'époque de sa disparition, la plupart de ses expériences ne pourraient figurer dans un récit imprimé. La Grande Guerre, où tous deux avions servi comme chirurgiens, avait intensifié ce côté d'Herbert West. En qualifiant de nébuleuse la peur qu'avait West de ces spécimens, j'avais à l'esprit sa nature complexe. Une première et principale part en venait de savoir l'existence de tels monstres sans nom, tandis qu'une autre part venait de l'appréhension des dégâts physiques qu'ils pourraient lui infliger à l'occasion. Leur disparition ajoutait de l'horreur à la situation, et d'eux tous, West ne savait la situation que d'un seul, cette pitoyable épave de l'asile. Et puis une peur plus subtile, une sensation vraiment fantastique résultant d'une curieuse expérience en 1915 à l'armée canadienne. West, dans le feu d'une difficile bataille, avait réanimé le major Sir Eric Morland Clapham Lee, GSO, un collègue médecin au courant de ces expériences et qui aurait pu les reproduire. Pour que les possibilités d'une vie quasi intelligente dans le tronc puissent être explorées, la tête fut détachée et juste avant que le bâtiment soit soufflé par un obus allemand, s'était produit un succès. Le tronc avait réagi intelligemment et c'est incroyable de le dire, nous étions tous deux absolument sûrs que des sons articulés avaient été émis par la tête isolée, disposée dans un recoin sombre du laboratoire. L'obus nous avait été clément, en un sens, mais West ne put jamais se convaincre, comme il l'aurait voulu, que nous soyons les seuls survivants. Il faisait régulièrement des conjectures effrayées sur les possibles actions d'un chirurgien sans tête, ayant le pouvoir de ranimer les morts. West avait choisi pour dernière habitation une vénérable maison de belle élégance dont la vue donnait sur le plus vieux cimetière de Boston. Il avait choisi l'endroit par pur symbolisme et des raisons fantastiquement esthétiques, puisque la plupart des inhumations dataient de la période coloniale et n'étaient d'aucune utilité à un scientifique en quête de corps frais. Le laboratoire était dans une crypte souterraine, secrètement construite par des ouvriers émigrés, et contenait un gigantesque incinérateur pour le traitement serein et complet de tels corps ou chimères de corps morcelés qui pouvaient résulter des expériences morbides et des amusements profanatoires du propriétaire. Pendant l'excavation de cette crypte, les ouvriers étaient tombés sur des fondations extrêmement anciennes, indubitablement liées au vieux cimetière, mais bien trop profondes pour correspondre à n'importe quel sépulcre qu'ils recelaient. Après un certain nombre de calculs, West décida qu'il s'agissait d'une sorte de chambre secrète sous la tombe des Ivorils, dont la dernière inhumation remontait à 1768. J'étais avec lui quand il en étudia les murs dégoulinants et nitreux, mis à nu par les pics et les pioches des ouvriers, et se prépara à l'effroyable frisson qui résulterait de la découverte de secrets enfouis dans la tombe depuis des siècles. Mais pour la première fois, une timidité nouvelle chez West surmonta sa curiosité naturelle et il trahit sa fibre dégénérée en ordonnant que ses fondations soient laissées intactes et plâtrées. Et elles le restèrent jusqu'à cette diabolique nuit finale. Leurs murailles devinrent le mur du laboratoire.
Je parle de la décadence de West, mais dois ajouter que c'était chose purement mentale et intangible. Il demeurait extérieurement le même, calme, froid, mince, ses cheveux blonds sur ses yeux bleus chaussés de lunettes, un aspect général de jeunesse que les ans et la peur semblaient ne jamais changer. Et il demeurait calme, même quand il pensait à cette tombe ouverte et regardait par-dessus son épaule, même quand il pensait à cette chose carnivore qui se rongeait en grognant à l'asile de Sefton. La fin d'Herbert West commença un soir, lors de nos études communes, alors qu'il partageait étrangement son regard entre son journal et moi. Un étrange entrefilé l'avait surpris dans les pages froissées, et une innommable et titanesque griffe avait semblé l'atteindre en traversant 16 années. Quelque chose d'effroyable et d'incroyable s'était produit à l'asile de Sefton, à 80 kilomètres d'ici, stupéfiant le voisinage et défiant la police. Aux petites heures de l'aube, une escouade d'hommes silencieux était entrée dans les lieux et leur chef avait réveillé les gardiens. Il s'agissait d'un personnage militaire menaçant, qui parlait sans remuer les lèvres et dont la voix semblait reliée de façon ventriloque à l'immense valise noire qu'il portait. Son visage sans expression était agréable, voire même d'une beauté radieuse, mais avait choqué le gardien-chef quand la lumière du couloir l'eut éclairé, parce que c'était un visage de cire, avec des yeux de verre. Un homme robuste et large guidait ses pas. Une épave repoussante, dont le visage semblait mangé par quelque maladie inconnue. Le militaire avait demandé qu'on lui remette le monstre cannibale enfermé par les autorités d'Arkham 16 ans plus tôt. Et sur le refus qu'on lui fit, donna le signal d'un assaut précipité et choquant. Les intrus avaient battu, piétiné, mordu tous les gardiens qui n'avaient pas fui, en avaient tué 4 et finalement réussi à délivrer le monstre. Les victimes qui pouvaient se souvenir de l'affaire sans hystérie juraient que ces créatures avaient agi moins comme des hommes qu'en impensables automates guidés par leur chef à visage de cire. Le temps d'appeler à l'aide et toute trace de ces hommes et de leur fardeau dément s'était évanouie. Depuis l'instant qu'il lut cet article jusqu'à minuit, West resta comme paralysé. À minuit, on sonna à la porte, le faisant tressaillir de peur. Tous les domestiques étaient endormis dans les mansardes. C'est moi qui répondis à la sonnette. Comme je le déclarais à la police, il n'y avait aucun véhicule dans la rue, mais seulement un groupe d'étranges silhouettes portant une grosse boîte carrée qu'ils déposèrent dans le hall après que l'un d'eux ait grogné « par express, déjà payé ». D'une voix hautement surnaturelle. West, en cet instant, sembla demeurer parfaitement flegmatique, dissimulant un état plus abominable. Rapidement, il dit « C'est la fin, on doit incinérer cela ». Nous descendîmes l'objet au laboratoire, écoutant. Je ne me rappelle rien de particulier. Vous pouvez imaginer mon état d'esprit. Mais ce serait le plus vicieux des mensonges de dire que c'est le corps d'Herbert West que j'enfournais dans l'incinérateur. Nous y fîmes entrer sans l'ouvrir la pleine caisse de bois, refermâmes l'ouverture et allumâmes l'électricité, et nul son à aucun moment ne nous provint de la boîte. C'est West le premier qui remarqua le plâtre tombé de ce côté du mur où on avait trouvé les anciennes fondations. J'allais m'enfuir, mais il m'arrêta. Alors, je vis une petite ouverture noire et ressentis un vent glacé et nauséabond où je respirais toutes les effluves d'une terre putrescente. Et toujours aucun son, mais juste à cet instant, la lumière électrique disparut et je vis, se détachant depuis une sorte de phosphorescence du monde infernal, s'avancer en peinant une horde de choses que seule la folie ou pire pouvait assembler.
Leurs contours étaient humains, semi-humains, partiellement humains ou pas humains du tout, une horde hétérogène jusqu'au grotesque. Et lentement, une par une, ils démontaient les pierres du mur multicentenaire. Alors, quand la brèche se fut suffisamment élargie, à la file, ils entrèrent dans le laboratoire, et en tête de la traque venait une chose à la magnifique tête de cire, une sorte de monstruosité au regard fou, qui venait immédiatement derrière le chef, fondit sur Herbert West. Et West ni ne résista, ni n'émit aucun son, et tous furent sur lui et le déchirèrent en morceaux devant mes yeux, emportant tous ces fragments par la voûte souterraine des abominations fabuleuses. Et c'est le chef lui-même, celui qui portait un uniforme canadien, qui s'empara de la tête de West. Et tandis qu'il disparaissait, je vis que les yeux bleus, derrière les lunettes, brillaient affreusement pour la première fois d'une sorte d'émotion visible et désespérée. Les domestiques me ramassèrent inconscient le matin suivant. West était parti. L'incinérateur ne contenait que des cendres non identifiables. Les détectives m'interrogèrent, mais que pouvais-je dire? La tragédie de Sefton n'était pas reliée à West, ni les hommes avec la boîte dont ils déniaient l'existence. Je leur parlais de la voûte, ils me désignèrent le plâtre intact et rirent. Alors je ne leur déclarai rien de plus. Ils supposent que je suis un fou ou un meurtrier. Probablement que je suis fou, mais je ne serais pas fou si ces maudites légions de la tombe avaient parlé. Howard Phillips Lovecraft, 1921. Herbert West, Reanimator, de l'art de ramener les morts à la vie et de ce qui s'ensuit.